Donc merci à tous les 6, et puis merci à vous tous d'avoir posé un certain nombre de questions. Je passe la parole à Cécile pour la suite. Juste très, très rapidement, un tout petit point de programme. Donc je rappelle à tout le monde, demain, mercredi au plus tard, interro écrite. Voilà, donc... Ah bah oui. Et donc, on va vous envoyer un petit email, voilà, pour que vous puissiez nous retransmettre les 2-3 points forts que vous avez retenus de cette journée, qui va nous permettre de travailler pour préparer la séance du 18 juin. Parce qu'on recommence, on redouble cette fois-ci. Voilà. Ensuite, là tout de suite, nous allons écouter Anne Roy, notre grand témoin, qui nous fait l'amitié d'être ici et qui n'est pas du tout de la promotion Irène Joliot-Curie. C'est parce que je crois qu'on veut tellement qu'elle devienne auditrice qu'on lui a déjà attribué une promotion, mais non, elle sera, j'espère, d'une des prochaines promotions. Voilà. Ensuite, nous donnerons la parole quelques minutes à Sylvane, voilà, qui va nous donner une dimension européenne, voilà, qu'on pourrait, certains d'entre vous en tout cas, pourraient adopter. Voilà. Et si ensuite vous voulez continuer à vous frotter la cervelle les uns avec les autres, voilà, nous allons nous retrouver au café de la Contrescarpe. Alors, le café de la Contrescarpe, vous sortez, droite, vous êtes sur la place de la Contrescarpe, voilà, et on va boire un verre après ensemble, ceux qui veulent. Merci Anne. Bonjour, donc merci et merci de me donner l'occasion de participer à vos travaux. Effectivement, je ne suis pas auditrice de l'IHEST, donc je prends un peu tout ça, la réflexion en cours de route, donc j'espère que je saurai apporter une contribution utile. En tout cas, je vais essayer de faire une synthèse fidèle. Peut-être d'abord je vais me présenter. Donc je suis journaliste. Je suis pas journaliste scientifique au sens où, enfin, voilà, je suis pas journaliste scientifique, mais je suis journaliste pour un média qui s'appelle AEF, qui a été créé il y a 20 ans et qui travaille dans le secteur enseignement supérieur et recherche. Et on s'adresse aux décideurs, c'est comme ça qu'on les appelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour leur donner les éléments pour leur prise de décision, à savoir, pour ce qui concerne la recherche, c'est ce sur quoi je travaille, où trouver des financements, qui décide, qui fait quoi, où sont les réformes, quels sont un peu les processus. Moi, je m'occupe plus particulièrement de ce qui se passe à l'international, en Europe, à Bruxelles, et puis dans nos pays voisins, en Allemagne, au Royaume-Uni, enfin un peu plus loin. Parmi nos préoccupations, il y a évidemment aussi la culture scientifique et technique et comment l'expertise scientifique peut être mise au profit de la prise de décision. Donc vos travaux m'intéressent beaucoup. Voilà. J'essaie de reprendre le cours de mes notes. Oui. En préparant ma petite intervention et en lisant un peu ce sur quoi vous alliez travailler, j'ai repensé à un témoignage que j'ai entendu assez récemment et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de l'entendre. Voilà. Donc je vais vous rapporter. Il s'agit d'un podcast d'un média qui s'appelle Binge Audio, que vous connaissiez peut-être, peut-être pas, et qui rapporte ce qu'on appelle des threads sur Twitter, c'est-à-dire il sélectionne des fils d'intervention, c'est-à-dire des tweets qui se suivent autour d'un sujet défini. Et donc il y en a un qui s'appelle, j'essaye de retrouver, voilà, « Comment je suis devenue climato-sceptique et comment j'ai cessé de l'être ». Et donc je pensais que son témoignage pouvait être assez intéressant. Le décor, on ne s'y attend pas forcément, c'est une fac de sciences, et plus précisément un cours de géologie. Et c'est un jeune homme qui raconte comment il est devenu climato-sceptique, simplement après avoir entendu son professeur de géologie se lancer dans une longue digression pour expliquer que non, le réchauffement climatique n'est pas scientifiquement étayé. Donc le jeune homme raconte, à cette époque, j'en avais vaguement entendu parler dans les médias, je n'avais pas de connaissances solides sur le sujet. Lui, il était prof, j'étais élève, je lui ai fait confiance. Et donc le jeune homme explique comment il s'est ensuite mis à rejeter l'idée que le réchauffement climatique puisse exister. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il en explique les mécanismes avec franchise et sincérité. Il décrit les biais par lesquels tout le confirmait dans sa vision. Comment il ne regardait que les vidéos, dit-il, des 2 ou 3 scientifiques climato-sceptiques et laissait de côté toutes les autres interventions. Jusqu'au jour où il est tombé sur des blogs étayés, fournis, sur des articles qui apportaient des faits, des données, et qui l'énervaient.
Et puis au fil des mois, ma croyance était devenue plus discrète, plus fade, il explique, et quelque temps après, j'ai cessé d'être climato-sceptique. Le jeune homme en tire lui-même un certain nombre de leçons. J'imagine qu'elles ne vous apprendront pas grand-chose, puisque, voilà, mais qui donnent une bonne synthèse de ce que peut être, comment la science peut nourrir la réflexion citoyenne. Et donc ces leçons, le jeune homme les résume ainsi. Il faut toujours penser contre soi-même, prendre de la distance avec ses propres convictions pour les analyser rationnellement et, si nécessaire, en changer. Questionner les figures d'autorité, ne rien accepter sans preuve, y compris quand ça vient d'un expert, et enfin, savoir reconnaître qu'on s'est trompé n'est pas une faiblesse. Donc voilà, j'ai trouvé un certain écho avec vos discussions d'aujourd'hui, dont je vais essayer de faire maintenant une synthèse. Et c'est assez... Voilà, c'est d'autant plus difficile que vos interventions étaient riches et très diverses, mais c'est ce qui en fait l'intérêt. Donc j'ai pointé un certain nombre de traits récurrents qui me semblent intéressants. Le premier, qui marque le plus quand on découvre ce que vous faites, il me semble que c'est le dialogue entre des mondes qui s'ignorent ou qui se connaissent mal, comme les lycéens introduits au monde de l'entreprise, ou des mondes qui tout simplement n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, comme les artistes et les scientifiques, qui n'ont pas tous l'esprit de Léonard de Vinci. Et c'est même plus qu'une rencontre, là c'est pour le coup un véritable brassage culturel, et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai aussi bien apprécié le souci d'aller à la rencontre de ceux qui ne sont pas spontanément intéressés par la science, qui n'en comprennent pas l'intérêt ou qui la rejettent, puisqu'il n'y a pas puisqu'ils portent l'idée qu'il n'y a pas de déterminisme et que cet esprit critique que vous portez et que vous contribuez à entretenir, elle peut être mise à disposition de tout le monde, et c'est ce qui fait partie des éléments indispensables à la citoyenneté. Ces mondes qui se connaissent mal ou qui s'ignorent, c'est parfois celui de la prise de décision politique et celui de la science, surtout quand l'agenda politique ne s'y prête pas. C'est donc un peu ce dont témoigne Philippe Lemercier, qui rappelle l'importance de faire circuler non seulement les idées, mais de ce que j'ai compris aussi, grâce aux personnes incarnées par des personnes et entre différentes sphères. Voilà, donc j'en arrive donc au deuxième point qui m'a paru très intéressant dans vos discussions, c'est l'importance du réseau que vous avez constitué, qui est une richesse dont vous êtes les porteurs, par sa diversité et par son engagement. Et donc c'est ce réseau-là, effectivement, qui conviendra de savoir valoriser encore. Et un autre point très intéressant des interventions, c'est évidemment l'importance de la méthode scientifique et l'importance du débat, de faire naître les conditions favorables au débat. J'ai pu assister donc à vos petites préparations d'entretien. Comme journaliste, je peux en tirer aussi une expérience intéressante. C'est-à-dire que l'importance de poser la bonne question. Et donc, il a été souvent question de méthode à la fois quand il s'agit de faire rencontrer des lycéens et des entreprises, on laisse aux lycéens l'initiative justement de la façon dont cette rencontre aura lieu. La méthode aussi... dans l'intervention sur les 100 000 entrepreneurs. On posait la question, pendant l'intervention de Yannick Blanc, est-ce que vous êtes d'abord des experts ou est-ce que vous êtes d'abord des facilitateurs ? Si vous avez une expertise, c'est celle de la méthode en tout cas, visiblement. Enfin, c'est ça qui convient d'entretenir et de transmettre. Enfin, ce qu'on sent aussi et dans tous les témoignages, et c'est un des derniers points de cette synthèse qui m'ont marqué, c'est l'enthousiasme, l'engagement et le souci d'agir sur la marche du monde.
et ce qui est particulièrement évident dans l'intervention d'Anne Coudrin, et qui s'intéresse, elle aussi d'ailleurs, à des publics les plus divers possibles. Voilà, donc pour résumer, les questions qui ont été soulevées aujourd'hui, elles sont nombreuses, donc je ne serai pas exhaustive. Ce que moi j'ai entendu comme question, c'est quelle forme est-ce qu'il faut donner à ce réseau, comment le valoriser, et comment... J'ai entendu aussi la question de la visibilité de l'IHEST. On parle souvent, on compare à l'IHEDN pour pouvoir expliquer ce que c'est et comment il fonctionne, c'est qu'il est donc un peu moins connu. Est-ce que vous seriez porteur de cette image? Vous avez des points, en tout cas, à valoriser. C'est ceux que j'ai évoqués, la méthode, le réseau, la capacité à faire dialoguer des mondes, le goût du frottage de neurones. Et tout ça s'apparente à une forme d'appartenance, pour essayer de boucler avec l'intervention de Yannick Blanc. C'est une de vos appartenances et c'est une forme de culture commune. Donc la question principale me semble la coordination de tous ces projets dont vous êtes porteurs, qui sont déjà très, très nombreux. Donc comment les coordonner, comment structurer cette action, et tout en conservant la diversité qui est la richesse de ce que vous faites. Comment faire en sorte que ces projets bénéficient de cette réserve, et réciproquement, comment cette réserve pourrait en bénéficier? Est-ce qu'il faut être bottom-up, top-down? Autant de questions qui vous appartiendra de trancher. Moi, j'ai aimé la réflexion de Yannick Blanc qui citait, sans répondre justement à la question, qui citait les ODD, en disant que c'est le début d'un référentiel partagé où chacun puisse situer son action, une forme un peu entre les deux, qui croise les deux approches. J'ai trouvé la piste intéressante, outre que les ODD eux-mêmes sont une piste intéressante pour répondre à cette question. Donc voilà, je vous souhaite bon courage et bonne continuation.